Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de 14 histoires cocasses, heureuses ou malheureuses que j'ai vécues depuis que je suis arrivé au Canada. L'objectif de la vidéo, c'est vraiment de vous encourager pour ceux qui vont vivre aussi des difficultés. Parce que je vous annonce que vous allez vivre des difficultés et aussi pour divertir ceux qui sont en pleine procédure d'immigration, à patienter, à sourire un peu parce qu'il faut pas juste penser à l'immigration. Il y a autre chose à faire dans la vie. Ok, donc on va un peu changer d'air aujourd'hui. Donc reste branché puis écoute-moi jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je me prénomme Junior Thierry, on se connaît déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fini ma formation de consultant en immigration, mais je n'ai pas encore le droit d'exercer tant que le CRCUC ne me donne pas l'autorisation. Donc, pour ceux qui veulent vraiment faire affaire avec moi, prenez votre mal en patience. On fait pas à pas les procédures et tout ça. Je suis en train de faire ma part. J'entends aussi que le CRCUC fasse sa part. Et quand les choses vont être prêtes, je vais vous annoncer puis on va pouvoir travailler ensemble. La première histoire cocasse que j'ai vécue depuis que je suis au Canada, c'est le fait que les premiers jours que je suis arrivé, j'étais en train de chercher un emploi. Et en cherchant un emploi, ceux qui nous avaient accueillis nous avaient dit que s'il faut trouver un emploi, il faudrait regarder dans les journaux. Donc, moi, je me suis dit, bon, s'il le dit, ça veut dire que c'est ça. Donc, moi, je suis allé regarder dans un journal pour voir quel l'emploi qui pourrait aller. Fait que là, je suis tombé sur un emploi où on devait travailler dans un entrepôt et tout ça. Puis voilà, j'ai présenté à ce monsieur qui avait dit qu'on devrait regarder dans des journaux pour avoir un emploi. Fait que je lui ai présenté l'annonce. Il m'a dit « Oh, ça peut être bien pour toi ». Et à ma grande surprise, quand je suis allé à cet endroit-là, dans cet entrepôt, c'était une forme d'abattoir. Oui, un truc comme ça, oui. Ben, on égorgeait des poulets là-bas. Moi, je savais pas. Fait que quand je suis entré là-bas, avant d'entrer, tu sais, on te met des grandes bottes, on te met comme une forme d'équipement, on te met des lunettes. Tu es là comme un cosmonaute, là. Tu sais, c'est comme si tu vas aller dans l'espace quasiment, là. Tu sais, quand tu arrives dans cette pièce-là, tu vois du sang qui t'arrive quasiment au niveau de la cheville. Puis, vous vous mettez en rang, puis on vous passe des paniers de poules et de coqs qui vivent. Tu dois maîtriser un coq, tu dois le tenir, tu le mets comme ça, puis après, le juif, parce que c'était les juifs qui étaient en train qui égorgeaient, ils vont faire comme une forme de tradition comme ça, puis après, ils vont égorger le poulet, puis après, tu l'accroches sur quelque chose, puis tu passes au prochain poulet, en fait. Ok? S'ils voient que le poulet a une forme un peu bizarre, ils vont te dire de tuer le poulet, fait que tu casses le cou, tu le jettes, puis tu passes à autre chose. Moi, ça m'avait vraiment traumatisé. Parce que là, je me disais, mais coudonc, c'est quel genre de travail ça? Fait que moi, je savais pas que c'était ce genre de travail que je devais faire, mais ben moi, c'était mon histoire cocasse. J'ai travaillé là-bas 1 jour et demi et c'était ma première paye qui était de 75 $ en fait. Ma deuxième histoire cocasse, quand je suis arrivé au Canada, c'est le fait que je travaillais de nuit comme à la réception dans une place à Montréal. Et ce jour-là, j'avais tellement sommeil que lors d'une de mes tournées, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un endroit où je dors même 5 minutes là. Il faut que je trouve une place, j'en ai vraiment besoin, je dois vraiment dormir. Fait que là, je me suis dit, la place qu'il fallait que je trouve où il n'y avait pas de caméra, on ne pouvait pas me voir, c'était la salle de bain. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi vraiment à même le sol dans la salle de bain, je m'en foutais. Si quelqu'un avait uriné dessus, si quelqu'un avait craché au sol, j'en avais rien à faire. Moi, je voulais juste dormir. Mais figurez-vous que au lieu de dormir 5 minutes, j'ai dormi 1 heure de temps là, sur la salle de bain. Puis il y avait personne à la réception, j'étais tout seul là-bas. Puis quand je me suis réveillé là et tout, j'étais comme un peu groggy encore. J'ai couru à la réception, il n'y avait personne, tu sais. Donc c'était un peu bizarre, je m'attendais pas vraiment à dormir. Même le sol dans une salle de bain où tout se passe. Puis moi, j'ai eu à le faire. Ça, il me faut vraiment comme un trophée pour ça en fait. La troisième histoire cocasse que j'avais vécue, c'était quoi? C'était, voilà, on m'avait proposé un travail quand j'étais plus jeune, pour faire le porte-à-porte, pour vendre des cartes de vidange de voitures, ok? Fait qu'il fallait que je convainque des gens dans un quartier, pour qu'ils achètent mes cartes pour vidanger leur voiture dans cette compagnie-là. Fait que quand tu arrives, tu fais tes changements d'huile là-bas, puis tu as comme un rabais ou quoi que ce soit. Puis moi, je l'ai fait en plein hiver avec des chaussures de ville.
Pour ceux qui n'ont pas encore vécu l'hiver, vous pouvez pas imaginer. Vous avez l'impression que vos doigts vont se couper, vos orteils vont se couper là. Ça gèle, ça fait tellement mal. Mais moi, j'ai réussi à le faire en plein hiver et tout. Pourquoi? Parce que moi, j'étais vraiment désespéré à ce moment-là. J'avais besoin d'argent, j'avais pas d'emploi. Puis je me suis dit, ben, si on me propose ça, ben, je vais me lancer. Fait que c'est ce que j'ai fait. La quatrième histoire cocasse, c'était encore un problème d'argent quand j'étais plus jeune. J'avais demandé à ma copine, qui est ma femme maintenant, que j'avais besoin d'argent. Je lui avais dit, écoute, baby, moi j'ai besoin d'argent, j'ai rien et tout ça. Puis elle m'a dit, ok, ben moi je peux te donner, comme je pense qu'elle m'avait donné à cette époque-là à peu près 75 $, un truc de même. Mais il faut que je vienne chercher. Mais moi je n'avais pas de passe d'autobus. Fait qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marché près de 1 heure de temps. 1 heure de temps, mes amis. En plein hiver. J'en avais rien à faire de l'hiver. J'ai marché pendant près d'1 heure de temps pour aller chercher les 75 $ et tout ça. Puis pour pas que je paye encore plus d'argent, j'ai encore fait un autre trajet pour pouvoir payer seulement la passe d'autobus en fait, ok? Donc j'avais fait aux alentours de peut-être 1h30 de marche juste pour 75 $ parce que je n'avais plus rien dans mon compte puis je voulais comme avoir quelque chose et tenir le coup en fait. La cinquième histoire cocasse que j'avais vécue, c'était le fait d'aller acheter avec ma copine, qui est ma femme maintenant, une voiture à Québec. C'est du genre que on avait roulé 3 heures pour y aller. On était parti, je pense, en bus, si je me trompe pas. On était parti en bus parce qu'on avait eu une très belle opportunité à Québec pour prendre une voiture. Puis on est revenu avec la voiture, ok? Puis là, la façon dont on est parti la chercher fait qu'on avait comme eu on avait comme un feeling, une impression que la voiture avait un problème parce que quand on voulait faire par exemple l'essai de la voiture, en passant je vous conseille que quand vous voulez acheter une voiture usagée, c'est très important de faire le check-up même si la personne dit qu'elle est bien, qu'elle fonctionne bien, il faut toujours faire le check-up, chose qu'on savait qu'on n'a pas eu à faire. Pourquoi? Parce qu'on voulait la voiture. Coûte que vaille, on voulait la voiture, fait qu'on n'a pas fait ce qu'on savait qu'il fallait qu'on fasse en fait, ok? Donc ce jour-là, quand on était arrivé à Québec, on a vu la voiture, puis elle démarrait. Parfois, elle arrêtait de démarrer le même jour. Hein? Elle arrêtait de démarrer, elle démarrait, elle arrêtait de démarrer. Puis quand on demandait à faire l'essai routier, on nous faisait comprendre que non, on ne fait pas d'essai routier. Puis c'est comme si on a pris cette voiture à cause du harcèlement qu'on nous a fait. On nous a un peu intimidé quelque part. Puis comme on était jeunes, ben on a juste dit que ok, on va la prendre, ok. Puis ils nous ont aussi dit que si vous voulez la prendre, ben il y a un problème, rappelez-nous, on va récupérer la voiture. Fait que là, on a fait 3 heures de bus, on est arrivé à Québec, on n'avait pas une place pour dormir, fait qu'il fallait qu'on rentre à Montréal avec la voiture. Fait que là, vu que pendant qu'on essayait la voiture, étant dans l'endroit où on vendait la voiture, ça ne donnait pas. On a pris le risque de faire 3 heures de route pour arriver à Montréal avec ça, puis heureusement pour nous, c'est bien arrivé, mais la voiture a eu des problèmes comme pas possible par la suite. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de rappeler la compagnie qui nous a vendu cette voiture-là, puis ils se moquaient de nous. Ils s'en foutaient et ils ne se le cachaient même pas. Ils nous disaient même de porter plainte si on voulait, en fait. Donc, c'est une erreur qui m'a fait en sorte que ça m'a dégoûté des voitures usagées. C'est la raison pour laquelle moi, maintenant, moi, là, à 98%, moi, je vais toujours aller avec les voitures neuves parce que j'ai été traumatisé par ce genre de service-là, en fait. Sixième, ça va vite, hein? La sixième histoire cocasse que j'avais vécue, c'est le fait d'avoir fait mon premier accident. Le premier accident, cette fois, c'était en plein hiver. Généralement, vous savez, quand c'est l'hiver ici, la route glisse, ça glisse. Donc, il faut voler vraiment avec un pied qui est toujours vers le frein quelque part, là. Faut pas t'amuser avec ça, sinon tu vas vraiment faire l'accident. Fait que là, j'étais en train de rouler derrière une femme qui a freiné brusquement. Et moi, comme j'étais encore nouveau, comme elle a freiné brusquement, moi, au lieu de freiner aussi brusquement, j'ai confondu le frein avec l'accélérateur. Donc, je l'ai cogné cette femme, vous comprenez? J'ai bien cogné. Pap! Quelqu'un d'autre aussi est venu me cogner en arrière. Paf! J'ai créé comme une forme de carambolage là. Puis, tu sais, la police est venue, tout le monde est venu. Puis la femme, quand elle sortait de là, elle paniquait tellement j'ai cogné fort. Pourquoi? Parce que j'avais confondu le frein à l'accélérateur en fait. Puis voilà, c'était ça mon premier accident. La septième expérience cocasse que j'ai vécue ici, c'était quand j'avais commencé dans le milieu du transport. Alors, je me levais à 4 heures du matin pour commencer mes transports à 5 heures du matin.
Et croyez-moi qu'en plein hiver, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas drôle. C'est comme tu vois dans les films de western, tu vois le désert, puis il y a comme le vent qui va faire des tourbillons sur le sable, mais ça c'est en hiver. Fait que c'est la neige qui fait des tourbillons sur le sable. Tu vois, il n'y a personne dans la rue, il fait excessivement froid, puis tu dois sortir à 5 heures du matin, tu dois te rendre à l'entrepôt, tu dois charger ton camion, tu dois contrôler tes produits, puis tu dois prendre la route. Et tu sors même avant même qu'on ne nettoie la route, en fait. Avant que la ville ne nettoie la route, fait que c'est toi qui vas sortir en premier. Puis il fait tellement froid que ça te décourage automatiquement. Donc c'était comme ça que j'ai commencé. Puis tu sais, je me posais tellement de questions. Je me dis, mais est-ce que c'était un bon métier? Est-ce que si j'ai fait le bon choix? Mais là, j'avais plus le droit de me poser cette question parce que j'avais pris un engagement en prenant un camion neuf, ok? Fait qu'il fallait que ça rentabilise, en fait. Et ça a été pour moi comme une forme de choc aussi, quoi. Le 8e point, c'est quand je devenais papa. Quand je devenais papa, ma femme insistait parce qu'elle voulait marcher avant d'accoucher. Je ne sais pas si vous, mes soeurs, si vous écoutez ça, moi, je ne vous comprends pas souvent, vous les femmes, là. Mais elle disait que non, elle, quand elle va perdre les os, elle insistait pour marcher et arriver à l'hôpital en marchant. C'est elle seule qui sait c'était quoi son secret. Peut-être qu'elle voulait relaxer, peut-être que c'était une technique qu'elle a lue pour pouvoir mieux accoucher. Bref, c'est vrai que l'hôpital n'était pas loin, mais moi, en tant que jeune papa qui attendait son premier enfant, je me disais, mais attends un peu, si elle accouche en pleine route là, il est quoi? Il était genre 2 heures du matin. Si elle accouche là, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a réveillé déjà brusquement parce qu'elle me dit, oh, baby, j'ai perdu les os, il faut qu'on aille à l'hôpital. Pour moi, une femme normale ou un mari normal devait prendre sa femme, mettre dans une voiture puis courir à l'hôpital. Ben non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ma femme fait? Elle me dit, non, moi je veux marcher. Ah, tout est déjà prêt, hein. Tu peux aller prendre ta douche, tu peux prendre ton sac, le sac est prêt. Je sais que tu prends juste ton sac, on marche, on va à l'hôpital et j'accouche, c'est tout. Fait que c'est elle qui est en train de me calmer en fait. Puis moi, je suis arrivé là comme ça, j'étais comme un toto, je savais pas quoi faire, je savais pas s'il fallait que je tienne sa main, je savais rien faire, je savais vraiment rien. Puis heureusement qu'elle avait beaucoup lu et ça m'a beaucoup aidé. Et là, je me suis calmé, puis j'ai juste fait ce qu'elle a dit que je fasse en fait. Le 9e point, c'est le fait qu'on ait eu à visiter pour acheter notre maison une trentaine de maisons. Une trentaine de maisons dans une période où il y avait beaucoup ce qu'on appelle la surenchère. Je vous explique la surenchère de façon très simple. Si une maison coûte par exemple 300 000 $, les gens, parce qu'elles veulent tellement la maison, parce qu'il y en a peu, ils vont mettre 100 000 $ de plus. Fait que ça fait en sorte que nous, pour avoir une maison, quand on trouvait une maison qui nous intéressait, on ne pouvait même pas placer une offre d'achat parce qu'on était déjà disqualifié, tout simplement parce que quelqu'un avait déjà mis 100 000 $ de plus que ce que la maison vaut en fait. Vous comprenez un peu? Fait que nous, on a visité plus de 30 maisons et on a peut-être fait près de 12 à 13 offres d'achat. Ok? Tu sais, on nous dit oui, essayez quand même de faire une offre d'achat. Les gens essaient en mettant peut-être 100 000 de plus. Nous, on essaie en mettant peut-être 5 000 de plus. Puis on nous refusait bien évidemment. On a essayé comme ça près de 14 fois, c'est à la 15e fois que nous, au final, on a eu notre maison. Mais cette expérience était très, très difficile parce que nous, on se disait, est-ce qu'on va vraiment continuer ou on ne va pas continuer? Bref, c'était pas évident du tout. Et je tiens à vous dire aussi que vous qui venez au Canada, sachez que si vous voulez acheter une maison, ça va être encore plus difficile parce que la banque maintenant est encore beaucoup plus corsée pour pouvoir donner comme une forme de prêt pour la maison en fait. Et en ce qui concerne la location, si c'est pas la même chose, c'est la même chose en fait. Je veux dire que si tu veux avoir un appartement à louer maintenant, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a plusieurs personnes qui en cherchent et il faut vraiment que tu te prépares en conséquence, sinon tu risques d'avoir de mauvaises surprises. La deuxième histoire cocasse que j'ai vécue, c'était quand j'étais encore plus jeune. J'avais fait un emploi, un petit travail là. C'était de nettoyer les wagons. À l'intérieur des wagons, tu sais, des fois, il y a des trains qui transportaient comme je vais dire quoi, de l'essence. Puis, quand ils transportaient de l'essence et que c'était vidé, il fallait nettoyer à l'intérieur. Ok, fait que tu rentres à l'intérieur avec un masque, tu dois gratter à la main,
tout ce qu'il y a comme débris d'essence là, et après tu nettoies à l'intérieur afin que ce soit propre. C'était une des mauvaises expériences que j'ai vécues dans ma vie, parce que tu entres pleinement dans le gaz complètement. Tu pouvais tomber, tu pouvais perdre connaissance là-bas tellement ça sentait fort. Et il a fallu quand même que je le fasse, parce que c'était une période où je cherchais de l'emploi après avoir fini mes études, mais je n'en trouvais pas. Il fallait faire quelque chose en attendant de trouver quelque chose en fait, dans mon domaine bien évidemment. Mais c'était une expérience bizarre, et c'était des Irlandais qui dirigeaient. Pour ceux qui ne savent pas, les Irlandais ont un caractère très fort, ils sont très expressifs quand ils veulent faire quelque chose. Puis croyez-moi que c'était pas évident, c'était pas évident du tout. La 11e histoire cocasse que j'ai vécue, c'était quand j'ai mis un mort dans le linceul pour la première fois. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai une formation de préposé aux bénéficiaires qui se dit aide-soignant en France. Et moi, pendant que je voulais commencer mon cadre de travail, bien avant de commencer à travailler sur l'unité, on fait une réunion. Tu sais, les infirmiers se rencontrent avec les médecins et avec les aides-soignants ou préposés aux bénéficiaires, comme on dit ici au Canada. On vous dit, ok, ben en junior, tu auras aujourd'hui peut-être 10 patients, et tel patient, il a réagi comme ci, tel autre patient, il a réagi comme ça, et l'autre patient là, eh ben il est mort. Fait que ton rôle aujourd'hui, c'est de mettre ce patient dans un linceul et de l'amener au sous-sol, dans la morgue provisoire, le temps que les urgences viennent prendre le corps, en fait. Ben moi, j'étais comme, je vais prendre un corps, un cadavre, un mort, tout seul dans une chambre, le mettre dans un linceul. Mais c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je me disais, mais comment je savais même pas comment je vais commencer. Parce que tellement me l'a dit très naturellement que pour eux, c'était un allant de soi. Mais moi, c'était pas un allant de soi. Fait que là, il fallait quand même que je fasse le faux courageux. Ben, je me suis dit, ok, ben, je vais le faire, il n'y a pas de problème. Mais j'avais peur. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai dit donc que non, moi, je vais aller chercher quelqu'un qui a plus d'expérience que moi. Il est venu, il dit, oh, Junior, t'as peur, il n'y a pas de problème, viens, je vais t'aider à mettre Madame X dans le linceul. Fait que là, il faudrait savoir que dans cette résidence, quand quelqu'un meurt, peu importe que ce soit l'hiver ou l'été, on va ouvrir la fenêtre pour qu'il y ait un peu de fraîcheur dans la salle. Je ne sais pas pourquoi ils le font, mais ils le font. Fait que là, quand on ouvrait la fraîcheur, quand ils ont ouvert la fenêtre, moi, je ne savais pas que c'était ouvert. Moi, quand le moment est arrivé, j'ouvre la porte pour pouvoir entrer, parce que je suis parti prendre quelqu'un pour m'aider. Je vois que la salle est tout à coup froide. Je dis, waouh! Est-ce que c'est le cadavre qui rend la salle froide? Tu sais, j'avais des pensées, je ne sais pas d'où ça sortait, mais moi, j'avais des pensées bizarres dans ma tête. Je me dis, mais, oh, comme en Afrique, là, il y a toujours de la magie partout. Je me suis dit, peut-être que la femme, elle va se réveiller. Et là, non, je trouve que c'est la fenêtre qui est ouverte. Je dis, ouf, j'avance, le monsieur vient, il parle à la madame, il dit, oui, madame, on va vous transporter dans un linceul et on vous dit au revoir. Ben lui, c'est très normal. Fait que là, on a changé la madame et tout ça. Puis après, la madame a fait un souffle. Je dis, oh, elle est en train de, elle est réveillée. Fait que parce que tu sais, des fois, il y a des gaz qui peuvent rester dans le corps, peut réagir d'une façon bizarre. Mais la personne est déjà partie, en fait. C'est juste une réaction normale du corps, mais la personne est partie. Elle peut faire une réaction qui peut t'effrayer ou bien... Non, mais c'est juste l'organisme qui réagit comme ça. Puis moi, ça m'a vraiment effrayé. Fait qu'il a fallu que je porte la femme, que je la mette avec mon collègue dans le linceul, on la mette sur une table, on l'a poussée, on l'a menée en bas pour qu'on puisse lui dire un dernier au revoir le temps que les gens sont venus prendre le corps, en fait. La deuxième expérience cocasse que j'avais vécue, c'était... le fait que j'avais séparé 2 bagarres dans le métro, toujours dans le métro. La première bagarre, c'était, le métro était en marche. Fait que 2 personnes se sont levées, se sont mises à se battre. Et moi, naturellement, je suis venu séparer. Mais moi, quand je partais séparer, je n'imaginais pas que je pouvais être comme une victime sans m'en rendre compte. Quelqu'un pouvait sortir une arme. Quelqu'un pouvait sortir un couteau. Surtout que mon ami avec qui j'étais, il criait, il hurlait, il dit, mais Thierry, laisse-les, ne pars pas te mêler, laisse-les. Mais moi, je dis, mais je peux pas voir 2 personnes s'entretuer comme ça et les laisser s'entretuer. Il y avait du sang qui giclait partout. Mais moi, j'étais là. Je suis venu les séparer à tel point que j'ai menacé un pour dire que s'il continue, c'est plutôt avec moi qui va bagarrer là, pour qu'il se calme.
Fait que là, je me suis mis à se dire non les gars, arrêtez, arrêtez, sans savoir qu'il pouvait sortir un couteau, une arme. Fait que moi j'étais naïf. Puis là, arrivé à l'autre métro, puis un a fui et l'autre resté, il était ensanglanté. J'étais obligé de prendre un de mes habits, lui donner. Il est parti avec. Pourquoi? Parce qu'il saignait beaucoup. Ça, c'était la première bagarre. La deuxième bagarre, c'était quelqu'un qui avait rencontré son ex-copine avec un autre gars. Fait que le gars a traversé le métro pour aller de l'autre côté et ils se sont mis à se battre. Moi aussi, j'ai traversé le métro pour aller de l'autre côté pour les séparer. Et quand je les séparais, le gars qui a arraché la femme du Québécois, c'était un latino. Lui, il avait des coups de poing bien secs là. Il a défiguré le gars en une fraction de seconde, je n'ai pas compris. Puis moi, je les ai séparés. Puis là encore, je pouvais me faire blesser, je pouvais avoir un coup, quelque chose qui pourrait arriver. Je ne m'en rendais même pas compte. Donc, c'était quelque chose que je voulais vous dire pour vous, frères. Parfois, nous les Africains, des fois, on a tendance à vouloir se séparer. Mais ici, en Amérique du Nord, il faut un peu faire attention parce que en ayant la bonne foi, ça peut te causer des problèmes parce que tu peux te retrouver dans une histoire où tu ne devrais même pas être. Si c'était un gang de rue qui bagarrait, tu pourrais recevoir une balle comme ça, bien recevoir un coup de couteau. Malheureusement, si tu vois les gens se battre, soit tu appelles les services de police, soit tu te mets à l'écart. Faut pas entrer dans ça parce que ça peut te créer de sérieux problèmes en fait. Le 13e point, ça concerne la discrimination. Mais ce point-là, je tiens à le garder précieusement. Je vais le faire, je vais le développer dans une autre vidéo juste pour vous faire comprendre que au Québec, le racisme systémique, ce n'est pas... Vous allez toujours entendre l'expression racisme systémique. Raciste systémique, vous allez l'entendre, mais ce n'est pas tout le monde qui est raciste. Il y a une poignée de personnes qui sont racistes. Je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas, ça existe vraiment, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, quand vous venez ici, ne vous dites pas que oui, je vais me battre contre le système parce que je veux pas que... Non, 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 non. Calme-toi, mon ami. Calme-toi. Le racisme, ça existe, mais c'est pas tout le monde. Et la majeure partie des Québécois sont très accueillants. Et moi, j'ai vécu quelque chose de très, très déplorable, de très, très lamentable, de très laid, de très méchant, que je préfère garder ça pour l'instant. Et je vais développer ça le temps voulu, le temps opportun pour que vous puissiez comprendre et vous mettre en garde par rapport aux personnes qui utilisent la couleur de leur peau à leur fin pour pouvoir détruire les autres parce qu'ils ne sont pas fiers que ces personnes-là sont venues chez eux en fait. Et le 14 et dernier point, c'était un jour, je venais juste d'avoir mon permis de conduire apprenti. Et moi, comme j'étais très pressé de conduire, normalement, quand tu as un permis de conduire apprenti, tu es censé conduire avec quelqu'un. Moi, j'étais pressé de conduire. Je voulais que j'ai conduit sans qu'il n'y ait personne. Et là, comme la nature a horreur du vide, ce qui s'est passé, c'est que la compagnie qui m'a donné mon permis, la SAC, avait fait une erreur sur mon nom. Donc, la police m'a arrêté pour vérifier simplement si c'est vraiment moi sur la voiture. Et quand ils ont vérifié, ils ont dit effectivement, c'est moi sur la voiture. Mais comme c'était un permis apprenti, je suis censé être avec quelqu'un. On m'a dit, mais attends, où est la personne qui t'accompagne? J'ai dit, désolé, c'est que je n'ai pas le droit de conduire. En fait, je me suis confessé devant le policier. Puis le policier, en riant, m'a donné une belle petite contravention pour que je ne recommence pas en fait. Donc voilà, ceci s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle va te plaire et que ça va te permettre de relaxer un peu et aussi te donner quelques petites leçons de vie quand tu vas arriver ici au Canada. Fais très attention parce que des fois tu peux avoir une forme de justice dans ton cœur, mais ça peut être mal interprété. Des fois tu peux vivre des trucs difficiles. Ça ne veut pas pourtant dire que le Canada n'est pas pour toi. Ça ne veut pas pourtant dire que tu ne peux pas t'en sortir. Parce que la difficulté va forger ton caractère et tu vas créer une forme de personne. Tu vas créer une forme tu vas créer quelqu'un canadien en toi qui va te permettre d'affronter les choses canadiennes en fait. L'Africain qui est en toi là va sortir un peu pour que le Canadien qui est ton nouveau toi prenne place et que tu puisses t'adapter facilement dans sur le territoire canadien en fait. Donc c'est ça. Sur ce, passez une excellente journée ou une excellente soirée dépendamment de vous m'écouter. Ciao.